Et en musique, au fond, j'ai gardé un peu les mêmes passions aussi, hein, Debussy, Ravel, La Belle Époque, ce qui m'empêche pas de retourner de temps en temps à Led Zeppelin volume 4, parce qu'on s'en lasse pas, voilà, mais ça c'est sans cesse élargi depuis. Je pourrais pas citer une chose, je suis tellement nourri de musique et de littérature tout le temps. Merci beaucoup. En tout cas. Merci. Un haut lieu de la culture française. Mais c'était des gens qui étaient, à mon avis, un petit peu héritiers d'une tradition de légèreté française qui avait dans cette bourgeoisie de la belle époque. Il y a la rencontre très importante au Havre de cette jeune fille quand vous avez 14 ans et qui finalement vous ouvre à l'amour, à la culture, à l'éveil de l'esprit, des sens. Peut-on dire que cela a été le choc de deux mondes ? Oh, un petit peu parce que un garçon et une fille, déjà c'est le choc de monde par définition. Elle était plus âgée que moi aussi. Moi j'étais encore presque un enfant, j'avais un petit peu d'avance à l'école. J'ai 14 ans et demi, mais j'avais une aspiration qu'avaient les adolescents à cette époque-là à devenir adultes. D'ailleurs aujourd'hui, au fond, il y a une culture de l'adolescence qui n'y avait pas tellement à ce moment-là. Mais surtout être adulte très vite. Elle l'était déjà beaucoup plus parce qu'elle avait redoublé, mais elle avait beaucoup lu aussi. Elle était plus cultivée que moi. Et puis elle, c'était au fond un monde plus urbain parce qu'elle habitait dans le centre-ville, dans un immeuble, qu'elle allait dans les cafés, etc. Tout ça, c'était quelque chose qui était un peu inconnu dans ma culture familiale où on vivait dans des jolies maisons avec jardin. Mais jamais on allait dans un café et rarement même on entrait dans un immeuble comme ça. Donc voilà, c'était effectivement un peu de monde qui se rencontraient tout d'un coup. On est dans un temps d'incertitude où tout ce qui a précédé est encore là, cette espèce d'Europe qui se développe avec un progrès continu apparent, et en même temps tout ce qui va suivre est déjà là, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Et donc voilà, c'était ce moment-là que j'ai voulu tenter de saisir, qui allait se préciser d'ailleurs beaucoup plus après le livre en 77-78, parce que tout d'un coup il y a l'arrivée des punks, il y a toute une nouvelle culture qui vraiment sera comme une espèce d'image de la crise qui s'installe. Mais là elle n'y était pas encore. On était encore un peu babacool en même temps, on était encore un peu 68 arts, mais on n'y croyait plus vraiment. Mais c'est juste le moment où ça tourne, quoi. De Funès, c'est encore autre chose. Il a vraiment fabriqué de toutes pièces un personnage qui est une espèce d'ordure, qui est un calculateur, qui est un antipathique. Et en même temps, il arrive à rendre ce personnage-là réjouissant. On a plaisir à le voir, on a plaisir à le retrouver. On est presque dans une espèce de sympathie avec lui. Tous les défauts de Funès, ils sont presque consubstantiels à l'espèce humaine. Et donc c'est ça qui est très très beau, c'est qu'il les joue, il les surjoue, et en surjouant cette part négative de nous-mêmes, il arrive à la rendre presque sympathique. Cette carrière... Je vous dis, c'est un livre sur la disparition des choses, sur la mort, sur la disparition de soi-même, sur cette prise de conscience qui s'accentue avec l'âge. Et voilà, donc j'ai évoqué aussi beaucoup d'autres choses de ma vie qui ont disparu. Par exemple, la montagne des Vosges, où j'ai passé tant de vacances depuis mon enfance et à laquelle je suis très attaché. J'évoque ça d'une certaine façon, la disparition de ce monde rural, ou sa transformation, et puis la disparition du monde de mon enfance, d'une certaine façon, plus généralement, qui est très présente dans tout le livre. Ouais. Est-ce que c'est un livre nostalgique? Oui, bien sûr, oui. Mais pas seulement, parce que il y a de la farce aussi dedans. Est-ce que le mot vous convient? C'est un livre nostalgique et dans lequel j'espère qu'on rit souvent, oui. Mais ça, c'est mon tempérament. Moi, j'aime bien écrire des choses drôles. Donc, il y a aussi, comme j'évoque la transformation du monde, les choses qui disparaissent, je parle aussi du monde contemporain, du monde moderne. Et ça, comme souvent, je le traite un petit peu sous l'angle de la satire, dans des nouvelles qui peuvent être effectivement assez drôles, assez cruelles, peut-être pour notre époque, mais j'espère surtout assez drôles. Je suis né au Havre, à côté du Havre, oui, en Normandie, effectivement, mais je viens ici depuis toujours. Depuis toujours, on va en reparler, parce que les Vosges, c'est quelque chose. Hein, Oui, Il y a trois grandes parties dans la vie de Benoît Duterte. Il y a la Normandie natale, mais pas seulement. Il y a Paris, évidemment. Et puis il y a les Vosges. Et puis les Vosges, où je passe la moitié du temps, où j'écris, où je reviens, où je me sens bien. Dès que j'arrive ici, je me sens bien. Et alors ça, c'est magnifique. Là, on est au Valtin. Alors ça, c'est la vallée de la Meurthe. Ah, c'est la vallée de la Meurthe. Le début de la vallée de la Meurthe qui prend ses sources dans les montagnes ici. Ouais. Et c'est une image qu'on a de la maison, là, qu'on voit dans beaucoup de livres sur les Vosges, parce que c'est très connu avec cette petite église perchée au sommet du village. Et voilà, c'est vraiment un joli panorama vosgien d'autrefois. Donc l'enfance,
les Vosges. Voilà. On les retrouve d'ailleurs dans les livres. Hein, Dans plusieurs livres, je parle de cette navette qui a rythmé mon enfance entre Le Havre où je grandissais et ce pays merveilleux pour moi qui était la montagne des Vosges où je suis venu dès l'année de ma naissance et jusqu'à aujourd'hui toujours, donc ça fait très longtemps. Ouais. Et surtout que les Vosges que j'ai connus enfant dans les années 60, c'était presque encore une campagne du 19e siècle, avec beaucoup de fermes, avec des paysans qui vivaient vraiment à l'ancienne, avec beaucoup de bûcherons, etc. Tout ça a un peu disparu, le tourisme a pris la place, surtout dans ce coin qui est assez touristique. Mais voilà, il y a... pour moi, c'était le bonheur, le paradis, c'était les Vosges, voilà. Et j'étais très malheureux quand je repartais pour retrouver ma Normandie. Mais tu puises. L'écrivain et musicologue Benoît Dutertre naît à Sainte-Adresse en 1960. Sa famille est originaire de la région havraise. Son arrière-grand-père était René Coty, second président de la 4e République. Son ambition étant de devenir écrivain, Benoît rassemble dès l'adolescence ses premiers poèmes et textes en prose dans de petits recueils. Le voyage en France obtient le prix Médicis, malgré l'opposition virulente de plusieurs jurés qui quittent le repas en signe de protestation. Le roman est toutefois traduit dans une dizaine de langues. La petite fille et la cigarette, paru en 2005, est même traduit dans 20 langues, notamment aux USA, où le roman est plagié en bande dessinée par l'acteur de cinéma Shia LaBeouf. En 2017, l'Académie française lui décerne le Grand Prix de littérature Henri Gall pour l'ensemble de son œuvre. À l'approche de ses 50 ans, Benoît Dutertre aborde son autobiographie avec Les pieds dans l'eau et L'été 76, qui évoque son adolescence au Havre et dont quelques phrases sont désormais gravées sur un banc public près de la porte Océane. Qui se trouve à travers le monde. Et donc vraiment, cette émission, c'est une émission qui est orientée aussi bien vers ceux qui ont envie de savoir que vers ceux qui regrettent un petit peu le temps perdu, quoi. Étonnez-moi, Benoît. Je dois... disons que c'est vrai qu'il y a eu des moments forts, par exemple avec Suzy Delair, qui est une grande dame du cinéma et de la chanson, et qui peut aujourd'hui encore, et elle est merveilleusement drôle et vive, nous raconter le musical des années 30. Elle a tout connu, elle est entrée dans les théâtres parisiens quand elle avait 15 ans, au début des années 30, et elle a vraiment rencontré tout le monde, et elle fait revivre ça aujourd'hui encore au XXIe siècle. Mais je pourrais citer aussi, par exemple, Maurice Baquet, qui a été une grande figure du théâtre du Châtelet, qui a joué avec Mariano, avec Annie Cordy et tout le monde, qui était un homme merveilleux, très sympathique, très chaleureux, avec son violoncelle et sa grande culture sous des airs légers, parce que le monde de la légèreté, souvent, c'est un monde plus raffiné qu'on ne croit. Je pourrais citer Colette Brosset, qui a inventé avec son mari Robert Derry les branquignoles, qui ont été tellement importants dans l'histoire du musical d'après-guerre et qui ont lancé De Funès et je ne sais combien d'autres artistes. Et voilà, ça, ce sont des souvenirs merveilleux. Disons des témoins du passé. Et puis il y a aussi les amateurs, les amoureux de la musique légère. Par exemple, j'ai découvert un jour, parce qu'il m'écrivait pour me demander des références de chansons, que le couturier Christian Lacroix écoutait l'émission toutes les semaines. Alors, je l'ai invité à nous parler des musiques qu'il aime, etc. Ce sont aussi comme ça, parfois, des rencontres qui arrivent par des courriers, par des suggestions des uns ou des autres. Au temps du café-concert, qui vraiment invente la chanson moderne, Paris n'est pas encore vraiment le sujet des chansons. Et c'est ça qui change d'une certaine façon avec Bruant, qui est encore un chanteur de café-concert, mais qui est tellement lié à l'histoire parisienne, à la butte Montmartre, à la bohème de Montmartre, que lui, à la différence de ses prédécesseurs du café-concert, il va vraiment faire de Paris le sujet principal de la chanson, et ça va durer après pendant des générations de chanteurs jusqu'au milieu du XXe siècle. Bruant, dans ce sens-là, est vraiment le père de la chanson parisienne. Ça, c'est Paris, par exemple, la chanson de Mistinguett, très célèbre. Bon, c'est une chanson sur Paris. C'est aussi le titre d'une revue de 1926 qui s'appelle Ça, c'est Paris, et dans laquelle il y a des quantités d'autres artistes, etc. Et dans laquelle il y a à la fois des chansons et des commentaires sur l'actualité de l'année passée, et notamment sur l'actualité de la vie parisienne. Ça marche comme ça, donc la revue de musical parisienne, qui elle aussi prend pour sujet Paris. Il arrive une autre vague qui, elle, commence à peu près en 1933-1934, qui est la chanson plus swing, la chanson légère,
la chanson poétique, mais en même temps charmante et bien rythmée, qu'on associe aujourd'hui évidemment surtout à Charles Trenet, parce qu'il en est évidemment l'emblème, mais en fait c'est tout un courant de la chanson, avec des petits groupes vocaux, et notamment Pils et Tabé, qui à l'image d'ailleurs de certains groupes américains ou anglais du genre, voilà, font du duo de jeunes gens modernes comme ça. Pour vous, écrivez-vous en tout cas, Paris, c'est le Paris de la Belle Époque en fait. C'est-à-dire qu'on s'en rend à peine compte quand on y vit, ce qui est mon cas. On vit continuellement dans un décor de 1900, qui est aussi pour une part d'ailleurs du Second Empire et pour une part des années folles. Mais enfin, globalement, il y a là aussi une grande continuité Le d'architecture. Trocadéro, c'est plus les années folles, et l'opéra, c'est plutôt la Belle Époque. Et la Belle Époque commence avec la Tour Eiffel en 1889. Mais ce décor est partout. Ce sont les grands boulevards, ce sont les théâtres qui ont été le cœur battant aussi de la vie de ces époques. Ce sont les gares, les grandes gares parisiennes. Ce sont les brasseries qui sont... Moi, j'adore les brasseries qui sont vraiment une façon aussi de voyager, aussi bien dans la Belle Époque, si vous allez chez Mollard, près de la gare Saint-Lazare, que dans les années folles, si vous allez au Vepler, place Clichy, avec tous ces décors. Mais finalement, ce sont des lieux qui se ressemblent un petit peu. Et voilà, elles sont partout, ces deux époques à Paris. Est-ce qu'on peut parler de prémices de révolution sexuelle ? Il y a en tout cas beaucoup de choses. J'ai fait par exemple dans l'article sur les femmes, je parle de la condition des femmes, et notamment alors des lesbiennes qui à l'époque des années folles tout d'un coup s'affirment d'une façon très libre. Ça a commencé d'ailleurs déjà un petit peu avant la guerre avec justement Colette et ses amis qui ont commencé à s'afficher assez nettement, mais dans les années 20 ça devient presque une mode. Un discours d'affichage de l'homosexualité en tout cas dans les années 20 qui est beaucoup plus développé que dans les années qui vont suivre, dans les 20 années qui vont suivre. Beaucoup plus, et notamment, je pense à des artistes comme Suzy Solidor, Lempicka, dont un des portraits orne le livre, etc. Toutes ces femmes de Montparnasse qui s'affichent effectivement très très librement entre elles, et d'ailleurs dont les mœurs vont se prolonger dans un roman scandaleux de l'époque qui s'appelle La Garçonne, et qui va créer vraiment, qui va être interdit par le Vatican, etc.